Bon, problème d'internet, fait chier. La Freebox a sauté. Alors que j'étais en train tout de même de divaguer, en fait de dire des choses que je ne devrais pas dire publiquement. Du coup, je ne sais pas en fait si le petit morceau précédent a été posté ou pas, puisque Internet a sauté. Peut-être que c'est Dieu qui ne veut pas que ce que j'ai dit durant ces 2 minutes soit rendu public. Je sais pas, peut-être que c'est Dieu. Alors, donc, lecture d'Édouard Levé, je continue, autoportrait. Du coup, je sais pas, peut-être qu'on a raté des phrases, c'est pas grave, ce qu'on a raté, on l'a raté. J'en étais à, oui, je disais que je supportais pas Joyce en fait, j'en avais ras-le-bol. Un peu comme Édouard en fait, c'est le culte de Joyce, je peux pas. De toute façon, les cultes en général. D'ailleurs, les Proustiens ont un culte qui est tout à fait délicat, tout à fait tranquille en fait, alors que les adorateurs de Joyce sont fanatiques toujours, sont fanatisés. Un Proustien n'est jamais un fanatique, même quand il est un fanatique de Proust. C'est très étrange. Voilà. Il y a des gens comme ça. Bon, il y a des auteurs qui déclenchent des cultes une fois morts, et puis il y a des gens dans la vie réelle qui veulent être l'objet d'un culte, en fait, aussi, qui ont fabriquent leur petite secte, et ils sont là comme des sortes de mini-gourous, quoi. Du gourou lambda, du gourou discount, du gourou local, en fait. Et, euh, et quand j'en rencontre, on en connaît, hein, on en connaît. Euh, ouais, ils ont leur petite armée avec le premier cercle, le deuxième cercle, tous adorateurs, leurs petits espions et tout ça. Et en fait, c'est tellement ridicule. Euh, en fait, je sais pas quoi dire. En fait, c'est pas intéressant d'en parler. Alors, quand je veux voir du théâtre, je vais à la messe. J'aime l'imprévisibilité du blue jean. Comment, après lavage, il rétrécit, vieillit, pâlit. Je suis comme la révérence. Non, ah non, je suis contre la révérence. Donc quand je lis, je suis comme la révérence, c'est moi qui parle en fait. Putain, Lacan, qu'est-ce qu'il aurait dit de ce lapsus visuel? Je suis comme la révérence. Alors que lui, il est contre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, moi? Je suis comme la révérence. Ça doit être terrible. Ça doit vouloir dire des choses que je ne veux pas savoir. Donc on oublie. Enfant, je regardais un tapis. Comme adulte, je regarde une peinture abstraite. Enfant, je n'aimais des jeux collectifs que ceux qui se déroulaient en extérieur, sans accessoires et sans score, chat sans but ou 10 doigts. J'ai gâché du temps à essayer d'être bon en mathématiques. Je suis pour une orthographe simplifiée. Pas moi, pas du tout. Je ne suis pas pour une orthographe simplifiée, parce qu'une orthographe simplifiée, c'est en fait une orthographe rendue beaucoup plus complexe et absurde, hein, voilà, hein. Chaque fois qu'on a affaire à un accent circonflexe, en fait, c'est qu'il y avait un S après. Et donc, voilà, fenêtre, on a un accent circonflexe parce qu'avant c'était fenêtre, qu'on retrouve d'ailleurs dans défenestrer, l'accent circonflexe sur hôpital et sur le haut, et on le comprend quand on regarde hospitalisé ou hospitalier. Là, il n'y a pas d'accent circonflexe parce que le a été conservé derrière. Bref, si on supprime l'accent circonflexe, ça devient complètement fou. En fait, le système devient complètement fou. Et donc, il y a beaucoup des complexités apparentes de la langue française qui juste ne sont pas expliquées, mais qui sont implacablement logiques. Euh, et donc, simplifier en surface, en fait, c'est rendre la langue complètement folle. Mm. Donc, je ne suis pas comme lui pour une orthographe simplifiée. J'ai appris seul ce qui... En plus, on n'a pas le droit de toucher à la langue comme ça. C'est sacré, en fait. Euh, il faut que ça se fasse à l'insu de l'Académie française, que des dizaines de millions de francophones y touchent, et que ça soit adopté pour que... Là, comme ça, on peut y toucher. Mais sinon, personne n'a le droit de toucher à... Comment dire, à un langage comme ça magique. Toutes les langues humaines sont magiques. On peut pas possible. C'est du vandalisme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, on va couper l'oreille des éléphants. On va rajouter
On va changer la couleur des taches des girafes, parce que ça serait plus beau en vert. Non. Oh, le mec, il s'énerve. Édouard, excuse-moi, je voulais pas rentrer dans une battle avec toi. Mais l'orthographe simplifiée, je suis pas d'accord. J'ai appris seul ce qui m'importe le plus, écrire et photographier. Raisonner ne me convainc pas, mais me rassure. Je souhaite qu'à ma mort, aucune cérémonie religieuse ne soit célébrée. Ah, c'est raté. Dans ma bouche, le dur devient mou et le mou liquide. Je me suis évanoui 3 fois au cours d'accidents à ski ou à moto. Je suis indisposé par un homme qui parle trop près et me suit quand je recule. Il ne faut pas aller dans un bar gay. Rapprocher 2 objets sans rapport me donne une idée. Près du sol, mes souvenirs d'enfance reviennent. Je joue au squash et au ping-pong. Quand je m'allonge après avoir bu de l'eau, mon estomac fait des bruits de waterbed. Autoportrait, Édouard Levé. Je traverse certaines rues en apnée pour éviter les gaz polluants. Je ne suis pas pour ou contre la peinture, ce serait comme être pour ou contre le pinceau. Non, ce serait comme être pour ou contre la musique. Quand je suis heureux, j'ai peur de mourir. Quand je suis malheureux, j'ai peur de ne pas mourir. Si ce que je vois me déplaît, je ferme les yeux, mais si ce que j'entends me dérange, je ne peux pas fermer les oreilles. Je ne sais pas prévoir mes mots de tête. Je vide ma mémoire. Ça, j'aimerais bien, moi. Mais c'est le temps qui le fait. Mais si lui, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un système de déstockage quoi, automatique, hein, volontaire. Quoi. Genre, j'ai envie d'oublier ça, je me tords le lobe, fou, j'oublie. Bon, il y a un truc par contre extraordinaire, c'est le propranolol. Bon, tout le monde en a entendu parler là. Ça joue sur l'amygdala, c'est-à-dire que c'est un médicament qu'on prend et qui permet en fait de supprimer la charge émotionnelle d'un souvenir qu'on raconte une fois qu'on a pris ce médicament. Attention, c'est scientifique. Donc ils l'ont utilisé pour les mecs qui revenaient traumatisés de la guerre, et puis après ils ont étendu l'usage à toutes les personnes qui étaient comme ça, qui avaient des souffrances, du stress post-traumatique, et ça fonctionne. Donc en fait, voilà, on construit le récit, bon il faut le faire avec un spécialiste, hein. On explique, on décrit le traumatisme, une fois qu'il est bien décrit, même écrit aussi, décrit et écrit, il y a une séance où on prend le propranolol, en fait, on attend que ça agisse, et là, soit on lit le texte qu'on a écrit, soit on redécrit dans les moindres détails la scène traumatique, en fait. Quelle qu'elle soit, en fait. Ça peut être la tête d'un camarade à la guerre qui explose, comme ça peut être découvrir la personne qu'on aime à poil avec quelqu'un d'autre. Bref, pour certaines personnes, c'est juste une très mauvaise expérience. Pour d'autres, ça devient un vrai traumatisme, en fait. Et là, donc ça dure 1 heure. Et après, en fait, on se souvient de ce qui s'est passé, mais on ne ressent plus rien, en fait. C'est très étrange, hein. Rien, il n'y a plus de charge émotionnelle. C'est comme un film, quelque chose projeté qui concerne quelqu'un d'autre, en fait. Voilà. Pour peu qu'on ait vécu plusieurs choses désagréables, il suffit de le refaire plusieurs fois. Et du coup, on n'oublie pas. On n'est pas comme Édouard, là, qui arrive à... Qu'est-ce qu'il dit? Je vide ma mémoire, qui arrive à vider sa mémoire. On ne vide pas sa mémoire. On la démagnétise. C'est magique, en fait. Parce que ça permet de se soustraire au passé. Ça permet de se soustraire au retour du passé. Et on peut le faire aussi avec des épisodes, enfin tous les épisodes intenses. C'est-à-dire que ça peut être fait avec des souvenirs qui nous harcèlent parce qu'ils sont magnifiques. Bref, on peut, comme ça... alors certains diront, oh c'est triste, c'est dommage, gna 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 gna. Moi je dis, non, c'est génial, c'est la science. Et c'est la chimie du cerveau en fait. Et c'est la liberté en fait. C'est la liberté. Donc, je sais pas, si vous avez la gangrène, on vous coupe un bras, bien sûr, c'est dommage. Mais il vaut mieux qu'on vous coupe le bras plutôt que vous mouriez. Eh bien, c'est la même chose. Si quelque chose gangrène votre mémoire, il faut le couper en fait. Alors,
Il m'arrive de ruminer pendant une journée une phrase qui m'est venue je ne sais comment et dont je ne comprends pas le sens. Par exemple, la dernière fois que c'était hier. Si je considère que c'est une performance, faire ma valise devient une joie. Je fais des enregistrements modifiés de Wagner où je ne garde que les parties qui me conviennent, lentes, tristes et sans voix. Autoportrait, Édouard Levé. Je continue. Je suis souvent victime de troubles du sommeil. J'ai cessé de faire des cauchemars à l'adolescence, ou plutôt, je continue à rêver de choses terrifiantes, mais sans en être terrorisé. Ah, moi aussi. J'écris de moins en moins au stylo, de plus en plus à l'ordinateur. J'ai acheté plus de disques à 20 ans que je n'en achète à 40. Il n'a pas connu le streaming. Je porte des jeans Levi's 501 depuis l'âge de 14 ans. L'idée m'en est venue à l'âge de 10 ans chez ma grand-mère en regardant une bande dessinée avec un cow-boy. Mais il m'a fallu attendre 4 ans pour trouver un jean similaire. J'ai eu beaucoup de mal à dire à ma mère que je l'aimais. J'ai attendu d'avoir 35 ans. Ma mère m'a dit qu'elle m'aimait lorsque j'avais 39 ans. Ou elle me l'a dit avant, mais j'ai oublié. J'ai dit à mon père que je l'aimais lorsque j'étais déprimé, à 35 ans. Je songeais à me suicider. Je trouvais dommage de mourir sans le lui avoir dit. Je n'ai pas dit à mon frère que je l'aimais. Je n'ai pas dit à ma grand-mère que je l'aimais. J'ai dit à 5 femmes que je les aimais, ce qui était vrai pour 4 d'entre elles. Il m'est arrivé de faire l'amour avec une femme en pensant à une autre femme. Je parle couramment français, je parle bien anglais, je parle mal espagnol, je comprends vaguement des fragments d'italien. J'ai appris le latin à l'école et il me reste en mémoire une déclinaison. Je ne vois pas l'intérêt de conserver mes anciennes brosses à dents. Mes mois préférés sont septembre et avril. Septembre pour la reprise de l'activité sociale, avril pour l'arrivée de la belle saison et le dénûment progressif des femmes. Je ne suis spécialiste de rien. J'ai d'autres sujets de conversation que moi-même. Comme c'est étrange. Je n'ai jamais compris les gens en fait qui parlaient d'autre chose que d'eux-mêmes. Je trouve ça étrange. Parce que même les gens qui font semblant de parler des autres, en fait, ils parlent d'eux. Donc, autant parler de soi directement, sans faux semblant. Au moins, on a une petite chance de parler de ce qu'on connaît. Je formule peu de jugements tranchés sur la politique, l'économie et la vie des affaires internationales. Je n'aime pas les bananes. L'actualité internationale, même dramatique, me laisse pratiquement indifférente, ce dont je me sens coupable. Je ne me souviens pas de la première fois où j'ai vu un personnage mourir dans un film ou dans un livre, mais je me souviens de la première fois où j'ai vu un homme mort. Plus précisément, j'ai vu la jambe d'un homme mort émerger du coffre d'une voiture noire, boulevard Berthier. Je me souviens de ce détail. Il ne portait pas de chaussures et sa chaussette était violette. Incroyable. J'ai toujours chaud aux pieds. Les sandales me sauveraient, mais elles sont trop laides. Je porte rarement des chaussures de sport, elles tiennent trop chaud et donnent aux pieds une mauvaise odeur. Pas si on change de chaussettes chaque jour et pas si... Enfin, ils ne connaissaient pas les baskets de maintenant. Je crois qu'ils parlent des anciennes Adidas. À l'époque, c'était ça que tout le monde portait. Et c'est vrai que c'était... on suait dans les anciennes Adidas. Je pourrais suggérer aux autorités compétentes de remplacer les magasins de chasse par des clubs échangés. Je pourrais suggérer aux autorités compétentes de remplacer les magasins de chasse par des clubs... Non, j'ai fait exprès. Échangistes. L'accent américain me fascine et me révulse à la fois. Effet comique des syllabes mangées, effroi devant une parole dominante. Je préfère le français parlé par un Italien à l'italien parlé par un Français. J'aime imiter l'accent d'un Allemand d'origine vietnamienne s'efforçant de parler anglais. L'accent russe me fait froid dans le dos. Non, moi j'adore. Oh là là, l'accent russe. C'est comme l'accent italien ou l'accent brésilien. L'accent cantonais m'enchante moins que l'accent indien. Je sais pas, les deux, je les trouve. Il y a un truc un peu ridicule, non? Ça se dit pas, il faut pas le dire. Il y a un truc un peu sautillant, un peu ridicule, je trouve. Mais l'accent anglo-indien m'est immédiatement sympathique. Oui, c'est vrai, sympathique. Un peu ridicule, mais sympathique. Ma mère s'est arrêtée de faire des albums de famille à mon adolescence. Je ne fais pas d'albums photographiques. Je prends peu de photographies de mes amis.
Son dernier vernissage auquel j'étais allé, j'avais discuté un moment avec lui, il y avait quand même que des photographies de ses amis. Photographies en noir et blanc. Après coup, je me dis qu'il avait organisé son propre enterrement. Parce que les photographies étaient en noir et blanc. C'était la première fois qu'il faisait ça. Les gens étaient habillés assez sobrement, assez tristement, dans des postures. Et c'était tous les gens qu'il connaissait, ses proches en fait. Et, euh, et je pense que ça lui faisait plaisir. Que je pense qu'en assistant au vernissage, il devait avoir l'impression d'assister à son propre enterrement. En tout cas, je pense qu'il avait déjà le projet d'en finir. J'ai pris plus de photographies de moi-même que de mes amis. J'ai presque réalisé un projet photographique que j'ai décrit dans Œuvre, sous le titre L'année faciale, dans lequel je proposais de prendre une photo de mon visage chaque jour et d'en faire un film en 365 images. J'écris presque car le film compte 200 photographies prises pendant 1 an et demi. J'ai commencé un projet photographique consistant à photographier les 41 lieux où Charles Baudelaire... Putain, qu'est-ce que j'ai eu ce soir? Je suis fatigué en fait. Les 41 lieux où Charles Baudelaire a vécu à Paris. Mais 4 ans plus tard, je ne l'avais toujours pas achevé. Chaque fois que j'envisage de le reprendre, je suis découragé à l'idée qu'il faudrait recommencer depuis le début pour harmoniser les prises de vue. Un jour, j'ai décidé de classer les photographies non classées que j'avais prises au cours des 15 dernières années pour m'apercevoir qu'elles tenaient en moins de 10 catégories. Parmi lesquelles amis, amantes, famille, passants, murs, vitrines, objets, fenêtres, portes. Je pensais qu'il me faudrait des jours pour réaliser ce classement. En 3 heures, il était terminé. Je ne prends plus de photographies de tourisme depuis que j'ai constaté que je ne les regardais qu'une fois, distraitement, au retour du laboratoire, pour juger qu'elles n'avaient pas plus d'intérêt que ce qu'elles étaient, des photographies de voyage. En voyage, j'ai toujours la tentation, malgré ce que je pense, des photographies de tourisme, de photographier les beaux paysages, les inconnus dans la rue ou les objets incongrus que je remarque dans les vitrines des magasins. Je ne cède pas à cette tentation parce que j'ai perdu l'habitude d'emporter avec moi un appareil photo lors de mes visites. Moi, j'y cède à cette tentation. Et principalement à Venise, c'est très bizarre. Je ne le fais pas à Amsterdam. À New York, je le fais. Je crois que les touristes ne regardent pas leurs photographies de voyage, et s'ils les regardent, je crois qu'ils n'en pensent rien. J'aurais pu être journaliste ou reporter, musicien ou danseur. Je peux marcher pendant des heures sans avoir d'ampoule aux pieds. Dans une maison, je n'aime pas les murs verts, qu'ils soient peints, tendus de tissu ou couverts de papier peint. Le vert me rappelle l'hôpital ou la végétation luxuriante. Je ne veux être ni malade, ni au milieu de la nature. Il y a des périodes de ma vie où je fais un usage immodéré de la formule « tout ça m'a l'air bien compliqué ». J'ai visité Chinatown à New York, j'ai marché dans Mott Street, Mulberry Street, Canal Street et Bayard Street. Et je n'ai vu que des restaurants, des magasins de gadgets, bibelots et bijoux, sans parvenir à les distinguer les uns des autres. J'ai été étourdi par l'opacité de ces quelques rues. Il m'a été impossible d'y pénétrer physiquement, mais pas mentalement. Mon esprit est resté sur le seuil. Je n'ai rien vu à Chinatown, mais j'y ai acheté une paire de gants en laine acrylique noire pour 5 dollars à un vieux chinois nerveux. Ouais, moi ça m'a fait ça dans certains quartiers de San Francisco en fait. C'est... J'ai besoin de faire de la gymnastique pendant au moins un quart d'heure le matin, sinon je suis tendu jusqu'au soir. Je travaille mal et je suis irritable. Je fume rarement plus de 10 cigarettes par jour. Ma gorge a une jauge naturelle qui fait qu'au-delà, je suis écœuré. Il m'arrive de ne pas fumer pendant plusieurs jours. J'ai arrêté de fumer plusieurs fois par accident, toujours de la même manière, à l'occasion d'une angine. Je ne fume plus et, guéri, j'oublie de reprendre. Je fume des cigarettes roulées car elles se consument à la vitesse à laquelle je tire dessus. Si elles s'éteignent, je les rallume. Les cigarettes toutes faites se consument seules et m'imposent un rythme dont je ne veux pas être tributaire. J'ai un ami qui estime que c'est à 3 heures de l'après-midi que le métro est le plus vide et qu'en conséquence, il faudrait toujours le prendre à ce moment. Je sais pas. Je sais pas. Je me demande d'ailleurs quand je lis là, c'est difficile de lire. J'ai regardé un peu ce que ça donnait, les lectures précédentes. J'ai tendance un peu à rentrer dans une monotonie, à m'endormir. Bon, mais moi je lis comme ça. Je suis pas Christine Angot. Tout le monde
tout le monde la taille, la pauvre. J'ai rencontré une fois, chez Eric et Nan. Elle est aussi insupportable dans la vraie vie qu'à la télévision, en fait. Mais on s'en fout, en fait. Et je suis allé la voir lire ses propres livres au Théâtre de la Colline, 2, 3 années de suite. C'était extraordinaire. C'est une lectrice extraordinaire. Et après on lit son livre, ça fonctionne beaucoup moins. Parce que, en fait, elle est très répétitive, elle joue en fait sur la compulsion de la voix intérieure. Elle a un vrai projet littéraire, Christine Angot. Elle est un vrai projet littéraire. C'est comment rendre, c'est une phénoménologie de la voix intérieure, donc avec les répétitions, les ressassements et tout ça. Le problème étant que quand on le lit, on a un bouquin de 450 pages dans les mains et que ça ressemble un peu trop à un enregistrement de la voix intérieure. On aimerait qu'elle stylise ce ressassement, enfin qu'elle en fasse quelque chose de manière à ce que ça soit retraité pour la lecture, enfin que ça entre en littérature. C'est un peu trop documentalisé. C'est à mi-chemin du document, du dictaphone et de l'écriture. C'est la critique que j'aurais à faire. Mais sinon, comme lecteur, comme lectrice, elle est phénoménale, Christine Angot. Quand elle se lit elle-même, on voit en fait que ce qu'elle écrit, je pense pas, n'est pas du tout fait pour être lu. Il est fait pour être lu à haute voix par elle. C'est un peu du théâtre qui s'ignore. Voilà. Au moment là où je suis, je pense que j'ai dit plusieurs choses intelligentes à propos de Christine Angot, qui ne lui parviendront jamais, parce que personne ne lui répétera, même si je connais quelques personnes qui la connaissent, simplement parce qu'elle a un caractère de cochon et qu'on ne peut pas lui dire ça, en fait, sinon on est en danger. Puis bon, elle s'en foutrait complètement. Et elle aurait raison, c'est pas important, on n'est pas neurochirurgien. Quoique, l'écriture et la neurochirurgie, ça a un rapport. Bon, j'ai dit une connerie en fait. Écrire, c'est de la neurochirurgie. Donc, on est toujours en fait sur autoportrait d'Édouard Levé, mais là, je sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est peut-être parce que l'après-midi s'achève. Je parle beaucoup là, je commande beaucoup trop. Bon, j'en étais où? Ah ouais, il m'arrive d'écrire à l'ordinateur les yeux fermés et de me réjouir à l'idée des fautes de frappe que me révélera la lecture. J'ignore plus de choses que je n'en sais sur mon corps. Je sais que j'ai une tête, un cerveau droit et un cerveau gauche, 2 yeux, 2 narines, des dents, une lèvre inférieure et une lèvre supérieure. Je sais que j'ai 10 doigts au bout de 2 mains, au bout de 2 bras reliés à mon buste par mes épaules. Je sais que j'ai du poil sur le torse, un cou, 2 tétons, des côtes dont le nombre m'échappe, un pénis, 2 testicules, 2 fesses, 2 cuisses, 2 jambes et 2 pieds. Je sais que j'ai un estomac, un cœur, un gros intestin et un intestin grêle, un foie, une trachée, du sang, une gorge, une langue, des cordes vocales et 2 oreilles. Je ne sais pas combien j'ai de muscles, quel poids pèsent mes os, combien j'ai de neurones et à quelle vitesse elles se renouvellent. Je ne connais pas le volume de mon sang. Je n'ai vu aucun de mes organes internes. Je n'ai vu certaines parties de mon corps que par l'entremise d'un miroir. Je n'ai pas vu certaines parties de mon corps, y compris par l'entremise d'un miroir, mais je suis incapable de dire lesquelles. Je suis les fous dans la rue. Il suffit de suivre quelqu'un. Je ne suis pas anarchiste, je ne suis pas communiste, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas de droite, je suis démocrate. J'accorde de l'importance aux questions d'écologie. Pareil. J'ai voté écologiste à toutes les élections. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai passé l'essentiel de mes week-ends dans une maison de campagne où je crois rétrospectivement m'être beaucoup ennuyé, bien qu'à l'époque je n'en ai pas eu conscience. En poésie, je n'aime pas le travail sur la langue, j'aime les faits et les idées. Bon, moi j'aime tout. Je suis plus intéressé par la neutralité et l'anonymat de la langue commune que par les tentatives des poètes de créer leur propre langue. Le compte-rendu factuel me semble être la plus belle poésie non poétique qui soit. C'était un truc à la mode à l'époque, en fait. L'écriture blanche, tout ça, etc. Et lui, moi, je trouve qu'il a du style, même, je sais pas, comme cette sorte. C'est très étrange, hein, le nombre de gens. Bon, j'ai beaucoup d'admiration pour Édouard, en tant qu'écrivain.
Mais le nombre de gens qui tirent à la fois sur la littérature monde, les œuvres simplement d'imagination, qui sont écrites, l'écriture est une vitre transparente, quoi, on ne la voit pas, mais qui tirent aussi sur le stylisme, en fait. Et faudrait être au milieu, dans le blanc. Là, oui, là, on est à l'abri, là. Mais on est à l'abri. Mais moi, j'aime bien les gens qui... J'aime bien, enfin, on va pas tous rouler au milieu de l'autoroute, quoi. Donc, j'aime bien l'hyperstylicie. Je ne sais pas si ça existe. Et, euh, et puis, bon, il y a des poètes, je suis désolé, il n'y a pas que Francis Ponge, hein. Enfin, j'adore Francis Ponge. Mais, bah bon, il y a Nerval, voilà. LDSD Shadow, on ne peut pas dire que ça soit neutre, blanc et comme ça, et chic, mais c'est même pas chic, c'est juste sublime en fait. Donc, Édouard se trompe. J'utilise souvent le mot souvent. Quand j'écris, j'utilise souvent le mot beaucoup, mais je l'élimine à la relecture. Je rêve d'une écriture blanche. Ah ben, mais elle n'existe pas. Eh ouais. En fait, comme elle était au milieu, c'est plutôt une écriture grise. J'ai jamais compris pourquoi on écrivait, on disait que c'était une écriture blanche. Enfin, si, je comprends, mais je ne sais pas combien de mots je connais. Je me demande si, avec l'âge, j'oublie des mots. Et comme j'en apprends moins que par le passé, cela signifierait que le nombre de mots que j'utilise diminue. C'est pas grave. Les linguistes ont compté, en fait. Ils ont compté combien de mots on utilisait. Et en fait, vous, moi, tout le monde, en fait, en moyenne, dans une année complète, en comptant tous les mots, hein, c'est-à-dire chaussures, poignets, métro, on utilise environ entre 250 et 300 mots. Donc le vocabulaire actif de quelqu'un qui parle normalement français est inférieur à 300 mots. Incroyable, hein? En revanche, le vocabulaire passif, c'est-à-dire les mots que nous comprenons, mais que nous n'employons jamais, ça se compte en des milliers de mots. On est autour de 6000 en fait. Alors ça dépend évidemment. Mais bon, même les gens très cultivés qui manient anacolute et parataxe, ça ne monte pas franchement plus haut en fait. Et donc c'est intéressant. Moi je trouve que c'est intéressant de se dire, ah bah tiens, cette semaine, je vais rendre actif Fugace. Fugace et Fougasse. Donc à la boulangerie, je dirais à la boulangère, pourriez-vous s'il vous plaît me donner cette Fougasse d'une façon fugace. Non, c'est nul ça. Enfin bref, c'était une tentative humoristique. Mais ça n'a pas marché. Tristesse, le soir tombe. Cérémonie en l'honneur d'un bide. Adieu. Tu nous as manqué. Tu nous manqueras. Adieu, petit bide. Alors, on reprend. Putain, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Le Ouija saute. Je pars dans des commentaires de 3 heures. C'est n'importe quoi. Je suis mal à l'aise pour parler en public d'autres sujets que de moi-même. Il dit le contraire de tout à l'heure. C'est intéressant ça aussi. Je suis intarissable sur mon propre sujet. Comme j'aime écouter les autres me parler d'eux-mêmes, je n'ai aucun scrupule à parler de moi. Moi j'adorerais que les gens me parlent d'eux-mêmes, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Il n'y a que le monde est peuplé d'huîtres. Je pose de nombreuses questions sur la vie privée de mes interlocuteurs, surtout si je ne les connais pas. Moi aussi, mais ils ne répondent pas. Ils répondent à côté, ils parlent d'autre chose, etc. Le temps qu'il fait. Des huîtres. Fatigant. On a l'impression, comme ça, d'être à côté de quelqu'un d'irrencontrable, qui est bien organisé, en fait,
Ah, je suis caché. Mais c'est même pas, je suis caché, trouve-moi. C'est, je suis caché et je peux te dire que jamais tu me trouveras. Et effectivement, jamais on me trouve. Quelquefois, on les connaît depuis des années et des années. En fait, on les connaît pas. Ah mon Dieu. J'avais une phrase quand j'étais jeune, la pudeur organise la solitude des consciences. C'était très pompeux, mais ça disait exactement ce que ça voulait dire. Et j'ai un petit camarade qui se reconnaîtra, mon ami Pic, qui m'avait fait toute un éloge de la pudeur. Je sais pas. La pudeur, le secret, je trouve que ça, immédiatement, de façon mécanique, ça engendre le mensonge et la clandestinité. Combien il y a de gens, en fait, qui ont l'impression de vivre uniquement quand leur vie est clandestine? Ça, je n'ai jamais compris, cette histoire-là. Moi, j'ai une seule vie. Si je me retrouve avec une vie clandestine, je me dis, mais merde, c'est comme si elle n'existait pas, quoi. C'est, bon, ça m'arrive, c'est vrai, il m'est arrivé d'avoir des trucs pas avouables, en fait. Mais, mais j'ai pas aimé. J'aime pas avoir des secrets. J'ai des secrets, mais j'aime pas. J'ai que des choses dont j'ai parlé à personne, mais c'est comme si ça n'existait pas, en fait. Voilà. Puis il y a des gens, ils ressentent comme ça, de vibrations que lorsque c'est caché dans le dos, que personne ne le sait, ou juste une ou deux personnes, et tout ça. Ça m'est complètement étranger, en fait. Ils ont absolument besoin que quelqu'un ne sache pas pour avoir l'impression de vivre. Alors que moi, ça serait plutôt le contraire. J'aurais besoin que tout le monde sache pour avoir l'impression de vivre. Bon, c'est pathologique aussi, hein. Alors, je préfère que l'on me raconte une exposition plutôt que de la voir de mes propres yeux. Je ne mens pas. Je crois que je ne crois plus en Dieu, mais de temps à autre, le soir, je me demande si vraiment je n'y crois plus. Je ne me souviens plus à quel âge j'ai commencé à croire en Dieu. J'estime qu'avant l'âge de 14 ans, je croyais en Dieu par imitation. Entre 14 et 21 ans, j'ai eu la foi, puis j'ai progressivement cessé d'y croire, pour m'apercevoir un jour que je n'y croyais plus. Lorsque j'y croyais, je me représentais Dieu comme un grand-père en tunique et barbe blanche. Il m'apparaissait en contre-plongée, comme dans une fresque. Alors, ce qui m'arrête là, c'est que c'est blindé de coquilles. Barbe blanche, il y a un S à blanche, mais pas à barbe. Je veux dire, même en lisant comme ça n'importe comment, il y a un nombre de coquilles là, il y a quelqu'un qui n'a pas bossé là. C'est quoi ce. Voilà, bon, immense respect pour les éditions POL, mais ça commence à faire là. On est page 60, j'en ai repéré trois énormes. Il y a un problème là. Bon, lorsque j'y croyais, je me représentais Dieu comme un grand-père en tunique et barbe blanche. Il m'apparaissait en contre-plongée, comme dans une fresque. Je n'aime pas les rendez-vous professionnels au cours desquels je montre mon travail à des gens qui me reçoivent par courtoisie plutôt que par désir. Surtout lorsqu'ils feuillettent trop vite mes livres de photographie. Quant aux rendez-vous professionnels qui se passent bien, ils ne me font pas toujours plaisir, surtout s'ils débouchent sur une commande à laquelle je crois à moitié, tout en faisant mine d'être enthousiaste. Ah là là. On est nombreux à avoir vécu ça. Lorsque je dors bien, j'imagine ce projet. Passer des jours sans dormir pour vivre avec l'impression d'être sous l'effet d'une drogue naturelle. Lorsque je dors mal, j'imagine ce projet. Dormir pendant 48 heures pour vivre ensuite avec l'impression d'être sous l'effet d'une drogue naturelle. À l'étranger, manger semble un problème, les menus sont incompréhensibles. Je choisis les plats au hasard et j'ai en général de bonnes surprises, bien que, ou parce que, la nature des plats est imprévisible, et leur ordre contre nature. Je suis autant touché par une bonne qu'une mauvaise nouvelle. Du coup, une mauvaise nouvelle peut être bonne. La vraie mauvaise nouvelle serait qu'il n'y ait aucune nouvelle. Dans la rue, j'ai regardé l'heure alors que je tenais une canette de coca dans la main gauche. J'en ai renversé une partie sur mon pantalon. Par chance, personne ne m'avait vu. Je ne l'ai jamais raconté.
C'est ça que j'adore chez lui. J'adore ça. Je n'ai pas lu Platon, mais j'ai lu de nombreux articles y faisant référence. J'ai donc l'impression trompeuse de le connaître, comme ces livres que je possède depuis longtemps sans les avoir ouverts. Pour ne pas être pris en défaut, j'évite de citer Platon au cours d'une conversation. Je trouve risqué d'évoquer la pensée d'un auteur que je connais partiellement. Or, je n'en connais aucun intégralement. Mais oui, c'est impossible. Mais même si on a lu intégralement Platon, on ne connaît pas Platon. Même si on a relu, enfin, je veux dire, les spécialistes de Platon, ils relisent toute leur vie Platon et ils ont des illuminations à 75 ans. C'est très attendrissant, cette idée qu'on puisse maîtriser Platon, ou Kant, ou n'importe quoi d'ailleurs. Euh, Moi, j'ai entendu des gens qui disaient des choses bien plus intelligentes sur Platon en ayant lu, je sais pas, vraiment, juste le thé et tête. Bon, arrête le thé et tête. Et puis j'ai rencontré des gens qui avaient tout lu. Ils avaient, ils avaient annoté, ils avaient fait fiches de lecture et tout, et qui. J'aurais parlé à un veau, c'était pareil. Hein. J'ai jamais pensé, en fait, quelqu'un de ça, de quelqu'un. C'est pour faire genre que je dis ça. Non, enfin bref, ils étaient complètement passés à côté, en fait. Voilà. Bon, moi je connais un petit peu parce que j'ai fait mon DEA de philosophie. Non, ma maîtrise sur Platon. Discours et vérité chez Platon. Alors, j'en ai un peu mangé. Tu vois mon gars, Platon, je lui ai un peu mordu les fesses. Mais bon, un tout petit peu, hein, j'étais jeune. J'étais trop jeune. Je connaissais pas la vie, je connaissais pas. Puis c'est loin maintenant. Mais c'était très intéressant. Bon, là il commence à faire trop sombre. Là, je vois sur l'image que c'est éclairé, mais en fait, en réalité, c'est bizarre, mais en réalité, il fait trop sombre pour que je lise. C'est tout, j'arrive pas à lire. Bon, donc je vais m'arrêter. On est page 62. C'est la tranche de lecture la plus foireuse. Là, j'avais bien commencé les 2 premiers jours. Alors je pense que là, je dois avoir le bon son. Les 2 premiers jours, le son n'était pas bon. Et puis là, le son est bien, mais le Wi-Fi a sauté. Et puis j'ai trop parlé, quoi. J'ai beaucoup trop parlé. C'était pas petit débriefing autocritique, euh, comme dans juste avant la dissolution d'une cellule communiste. J'ai rien contre les communistes, hein. Mes parents étaient communistes. Mais bon, on est tous d'accord pour dire qu'ils avaient leur connerie. On a tous notre connerie, mais bon, eux, ils en avaient une identifiable, quoi. Donc voilà, je crois que je vais aller regarder une comédie romantique avec mes enfants sur Netflix qui s'appelle Sexe entre amis. Bon, je pense que leur mère désapprouverait, mais comme c'est moi qui ai la garde, là, je fais ce que je veux. Et puis c'est pas un porno, c'est bon, c'est sur Netflix, c'est une comédie hollywoodienne, on va voir quoi. Ils vont se ken sous des draps en satin. Mais par contre, ce qui m'embête, ce qui m'a toujours retenu de la regarder, cette comédie romantique, j'adore les comédies romantiques, c'est que c'est Justin Timberlake et Mila, je sais pas quoi, la meuf qui est toujours maquillée. Et puis Justin Timberlake, je sais pas, j'ai envie de lui donner des roudoudous, quoi. J'arrive pas, ça va pas être possible, quoi, je sais pas, même à 35 ans, on dirait qu'il y en a 10, non? Le cas de Justin Timberlake, bon, ça n'a rien à voir dans une vidéo, une captation, que dis-je, une grosse production à propos de la lecture de Autoportrait d'Édouard Levé. Rien à voir. Donc là, je ne vais pas seulement que trop commenter ma lecture. Je pars complètement en queue de cerise. C'est parce que la luminosité baisse.
Ça fait parler. Il y a deux choses qui font parler. L'obscurité et l'herbe. Et alors quand on combine les deux, c'est extraordinaire. C'est très dur. Moi, je parlais des gens qui ne disaient jamais rien d'eux-mêmes. Mais bon, bah, j'ai quelquefois, j'ai eu recours comme ça de faire fumer quelqu'un le soir. Pour que la personne lâche quelque chose, quoi. D'ailleurs, j'ai une camarade à qui j'ai dit que je ferais un clin d'œil dans ma vidéo aujourd'hui. Et j'ai cherché un endroit, j'ai pas vu où je pouvais lui faire un clin d'œil. Enfin, c'est parti un peu n'importe comment. On va l'appeler F. Et eh bien F, mon clin d'œil, c'est le mot herbe. C'est con, hein, mais beaucoup fumé hein, en 2015. 2015, j'ai perdu 6 mois de ma vie, quoi. Je me souviens plus ce qui s'est passé. Puis j'ai arrêté d'un coup. Puis j'ai un tout petit peu refumé grâce à F. Et c'est génial, hein. C'est génial. Il faut pas y aller à fond, quoi. Il faut pas y aller à fond. Mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bon, l'herbe. Bon, la bonne herbe, hein. Je supporte pas la gane, la taille, etc. C'est pas mon truc, hein. Par contre, de la skunk, une skunk vraiment pas trop chargée, hein. Voilà. Tu manges un petit peu, tu es avec des amis, un petit peu d'alcool, de l'herbe, et là, oh, un bain chaud sans se déshabiller. Ça devrait être la définition de la marijuana dans le dictionnaire. Voilà, je propose une nouvelle définition. Bon, sur ce, il faut s'arrêter. Marc, il faut s'arrêter. Marc, j'arrive pas à me frapper. Bon, allez, on s'arrête. Putain. Putain, c'est n'importe quoi.